Un mur d'eau de 4 étages, qui ne se dresse qu'une fois tous les 1300 ans, a été enregistré au large de la côte ouest du Canada. Certains attribuent à ce type de vagues les disparitions dans le triangle des Bermudes. Les vagues scélérates peuvent être suffisamment puissantes pour faire couler des porte-conteneurs et des plateformes pétrolières. Ce monstre aquatique canadien n'a blessé personne, mais il a fait sensation. Et il semble que nous soyons sur le point de voir des vagues scélérates encore plus hautes et plus puissantes à l'avenir. L'équipe de Marine Labs, la société propriétaire de la bouée qui a été prise dans la vague du Clulet, a eu du mal à croire les données recueillies. Une force énorme a surgi de nulle part, a tiré la bouée vers le bas, puis l'a fait remonter jusqu'au sommet, avant de l'emmener encore plus loin. Pensant qu'il devait s'agir d'une vague scélérate, ils ont envoyé les données à un scientifique de l'Université de Victoria, spécialiste dans le domaine. Il les a analysées et a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une erreur technique. La vague est officiellement devenue la vague scélérate la plus extrême jamais enregistrée. Elle était 3 fois plus haute que toutes les vagues qui l'entouraient. Pendant des siècles, les marins ont rapporté avoir vu des vagues géantes surgir de nulle part, mais personne ne les croyait vraiment. En 1826, un scientifique et officier de marine français traversait l'océan Indien à bord de son navire, l'Astrolabe. Lors d'une terrible tempête, il vit plusieurs vagues de plus de 30 mètres de haut, soit presque la hauteur d'un immeuble de 10 étages. L'équipage du navire perdit l'un de ses membres, mais les 4 personnes restantes, parmi lesquelles le capitaine, purent regagner la terre ferme pour raconter leur expérience. À l'époque, les scientifiques étaient mal persuadés que les vagues ne pouvaient pas dépasser 9 mètres de haut. Tout le monde considéra que leur histoire ne tenait pas debout, et pourtant, plus d'un siècle plus tard, le cargo MS München disparut mystérieusement. Les gens le croyaient insubmersible, tout comme le Titanic. Et ce fut donc un véritable choc d'apprendre qu'il n'en restait qu'un seul canot de sauvetage. Lorsque les experts analysèrent les dégâts, ils conclurent qu'il avait dû être frappé par une vague d'environ 20 mètres de haut. Des témoins ont raconté de nombreuses autres histoires de vagues géantes surgies de nulle part, mais les scientifiques n'ont officiellement reconnu la première vague scélérate qu'en 1995. Elle est entrée dans l'histoire sous le nom de vague Draupner ou vague du Nouvel An. Ce monstre de la mer du Nord, d'une hauteur de 25,6 mètres, a frappé la plateforme gazière norvégienne Draupner le jour du Nouvel An. Elle était 2 fois plus grosse que les vagues qui l'entouraient. La plateforme avait été construite pour résister à des vagues de 19 mètres de haut et disposait des capteurs les plus avancés de l'époque. Mais la vague ne ressemblait à rien de ce qu'on avait pu étudier auparavant. Ils ont donc dû admettre que les vagues scélérates existaient bel et bien, et ils leur ont donné une définition officielle. Il s'agit d'une vague plus de 2 fois plus haute que celle qui l'entoure. Elle peut surgir à la vitesse de l'éclair dans une mer agitée ou apparaître sans crier gare dans des eaux calmes. Ces vagues ont des flancs abrupts et un profond creusement en dessous, et elles ressemblent à un mur d'eau émergeant de la surface de la mer. Elles sont si puissantes qu'elles peuvent engloutir des hélicoptères de sauvetage. En 2007, la National Oceanic and Atmospheric Administration a dressé une liste de 50 tragédies maritimes historiques qui ont très probablement été causées par des vagues scélérates. Certains des événements figurant sur la liste ne se sont pas produits en pleine mer, mais dans des lacs. Le lac supérieur présente un phénomène qui a reçu le nom de Three Sisters. Il s'agit d'une série de 3 grandes vagues, l'une après l'autre. La deuxième vague recouvre les ponts des navires avant que la première ait disparu. La troisième vague s'engouffre dans la brèche et ajoute encore de l'eau. Ces 3 sœurs surchargent complètement les bateaux. Selon une théorie, ce phénomène aurait causé le naufrage du cargo Edmund Fitzgerald en 1975. 2 théories principales visent à expliquer le phénomène des vagues scélérates. La première est la théorie de l'addition linéaire. Imaginez des vagues se déplaçant dans l'océan à leur propre vitesse. Lorsque ces vagues se croisent, elles s'associent et deviennent plus fortes, ce qui donne naissance à une vague scélérate. Il y a ensuite la théorie de la focalisation non linéaire. Selon cette théorie, certaines vagues forment des groupes, et de cette manière, elles échangent de l'énergie. Parfois, cet échange d'énergie donne le jour à une vague scélérate. Pour prédire la formation de ces vagues étranges, les scientifiques auraient besoin d'un système radar innovant capable de surveiller en permanence les flots à proximité des bateaux. Ils collecteraient toutes les données et les intégrerait dans un modèle mathématique permettant de créer une image en temps réel de la surface de l'océan. Le modèle effectuerait de nouveaux calculs toutes les 5 minutes. Ainsi, l'équipage pourrait savoir si des vagues extrêmes se préparent à les attaquer.
Un tel système n'existe pas encore, mais des progrès considérables ont été réalisés dans ce sens. Des scientifiques de l'université de Melbourne sont partis en expédition en Antarctique et ont découvert que les vents violents jouaient un rôle important dans la formation des vagues scélérates. Apparemment, elles résulteraient d'un mélange de vents violents et du mouvement aléatoire des vagues qui interagissent entre elles. Cette idée a d'abord été testée en laboratoire, avant d'être confirmée en situation réelle, c'est-à-dire dans les océans. Pour étudier ces vagues, les scientifiques ont utilisé des caméras 3D. Ces caméras fonctionnent comme des yeux humains, prenant de nombreuses images consécutives et créant ainsi une image 3D détaillée de la surface de l'océan. L'étude a montré que les vagues scélérates se produisent davantage lorsque les vagues sont jeunes, autrement dit lorsqu'elles commencent tout juste à se former et qu'elles sont davantage influencées par le vent. Lorsque des vents forts soufflent sur la houle naissante, ils la renforcent, l'élèvent et la font accélérer de manière non homogène. Et certaines vagues viennent voler l'énergie des vagues voisines, et elles grossissent alors considérablement, se transformant en vagues scélérates. Les scientifiques ont remarqué que ces vagues géantes se produisaient environ une fois toutes les 6 heures. Ils n'ont enregistré aucune vague scélérate dans les mers plus calmes, où le vent n'a pas autant d'influence. Les scientifiques craignent que les vagues scélérates ne se produisent plus souvent à l'avenir, car l'atmosphère et les océans contiennent toujours plus d'énergie. Et il semble que ces vagues puissent devenir beaucoup plus puissantes qu'on ne l'avait imaginé. Ces chercheurs ont réussi à recréer la fameuse vague Dropner en laboratoire pour la première fois en 2018. Cela leur a permis d'étudier de près ces vagues mystérieuses et de montrer que leur secret réside dans la manière dont elles se forment. Nous aimons contempler les vagues tranquilles des bords de mer, mais le phénomène étudié se produit au large, lorsque des vagues provenant de différentes directions se rencontrent. Lorsque cela arrive, l'eau se voit pousser vers le haut, ce qui crée ce que l'on nomme une vague partiellement stationnaire ou transversale. Ce phénomène peut se produire à la jonction de 2 mers ou lorsque la direction du vent change soudainement, comme lors d'un ouragan. L'étude a montré que plus l'angle entre les vagues est grand, plus la vague transversale est haute. Normalement, lorsqu'une vague se brise, elle forme un pic blanc et écumeux, et alors elle cesse de croître. Mais si une vague se forme avec de l'eau provenant de plusieurs directions, elle peut continuer à grandir même après s'être brisée. Ces vagues si particulières peuvent atteindre une hauteur 2 fois plus importante au moment de se briser. Elles sont alors déjà bien plus imposantes que les vagues dites normales. Et si l'on additionne toute la puissance des vagues qui se rencontrent ainsi, on obtient un objet 4 fois plus haut que ce à quoi l'on est habitué. Cette découverte pourrait modifier la façon dont nous construisons nos éoliennes et nos plateformes pétrolières dans l'océan, afin de les rendre plus sûres. À l'heure actuelle, de nombreuses entreprises concernées ne tiennent pas pleinement compte de ces énormes vagues multidirectionnelles. Il semble y avoir beaucoup de similitudes entre ces deux phénomènes, mais les tsunamis sont différents. Ils se produisent lors de séismes, d'éruptions volcaniques ou de glissements de terrain. Ces phénomènes perturbent l'ensemble de la colonne d'eau. En mer, vous ne remarquerez peut-être même pas qu'un tsunami est en train de se produire. Mais près du rivage, lorsqu'elles entrent en contact avec les eaux peu profondes, ces vagues peuvent atteindre des hauteurs insensées. Les vagues scélérates, elles, se forment à la surface. Cependant, elles peuvent parfois se former dans les profondeurs, et l'on parle alors de vagues scélérates internes. Entre l'an 774 et l'an 775, la Terre a été frappée par une immense explosion de radiation. Cette explosion d'énergie a laissé des traces. Les cernes des arbres de cette année-là présentent des niveaux de radioactivité beaucoup trop élevés. Mais quelle en fut la cause exacte? Certains scientifiques ont évoqué une éruption solaire. D'autres disent qu'une supernova massive aurait été à l'origine de cette explosion de radiation. Mais l'astronome Phil Plait estime que si tel était le cas, la supernova en question aurait dû se trouver à moins d'1 millier d'années-lumière et aurait été incroyablement puissante. Or, il n'existe aucune trace de cette supernova, pas d'étoile de la mort en vue. Après avoir examiné le carbone radioactif et le beryllium présents dans les cernes des arbres, les scientifiques ont écarté un certain nombre d'autres possibilités. Ils ont d'abord pensé à un choc entre des étoiles à neutrons ou entre une étoile à neutrons et un trou noir. Ce type d'accident produit une explosion très rapide de rayons gamma sans aucun spectacle lumineux, ce qui correspond le mieux aux données disponibles. Mais ce type de collision est très rare. Plait pense qu'il est peu probable que ce soit la réponse. Il estime que nous ne devrions voir ce type d'événement dans notre galaxie qu'une fois tous les millions d'années,
Le fait qu'il y ait pu en avoir un il y a tout juste 1200 ans lui semble donc assez extraordinaire. Les scientifiques sont très préoccupés par ces événements rares. Si l'un d'entre eux se produisait plus près de la Terre, il pourrait gravement perturber la vie sur notre planète. Même s'il se produisait à des milliers d'années-lumière, un tel événement pourrait provoquer le chaos dans tous les systèmes électroniques sophistiqués dont nous sommes devenus dépendants. C'est donc une bonne chose que ces sursauts gamma soient si rares. S'ils étaient les plus fréquents, la Terre aurait de sérieux problèmes. Vous pensez peut-être que si notre planète est capable de résister à des méga-radiations, elle peut facilement résister à quelque chose de moins effrayant, disons des sauterelles. Désolé de vous dire cela, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En 1874, au cours d'un été chaud au Kansas, les choses ont pris une tournure étrange. Les sauterelles, ou devrais-je dire, les criquets, ont envahi les grandes plaines. Elles ont déferlé comme une tempête, recouvrant les maisons, les arbres et même les trains qui passaient en par là. Ces insectes avaient pour mission de semer le chaos. Les agriculteurs ont dû se démener pour protéger leurs puits et tout ce qui valait la peine d'être sauvé. Les sauterelles se posaient partout, ravageant tout sur leur passage. Même les pauvres moutons y perdirent leur laine. Les sauterelles décapèrent même la peinture des chariots et les manches des fourches. C'est dire à quel point elles sont destructrices. Le bétail essaya de se défendre en les mangeant, mais ces insectes étaient tout simplement trop nombreux. Cette année-là, ces bestioles causèrent environ 200 millions de dollars de dégâts aux cultures. L'invasion fut si sévère que l'armée américaine dut intervenir. Finalement, les criquets s'en allèrent, et les plaines retrouvèrent leur calme. Les catastrophes naturelles peuvent être encore plus inattendues que les radiations venues de l'espace et les invasions de sauterelles. Par exemple, en juin 2007, un éleveur de rennes du nord-ouest de la Sibérie s'occupait de ses affaires lorsqu'il a soudain entendu une forte explosion et vu de la fumée s'élever du sol. Si cela m'arrivait, je devrais tout de suite changer de pantalon. Plus tard, ils ont découvert un énorme trou de 7 mètres de large et de près de 20 mètres de profondeur, entouré de morceaux de glace et de terre. Il s'est avéré qu'il y avait plus de 17 trous noirs de ce type dans la région. Ils étaient remplis d'eau tourbeuse et entourés de mystères. Certains pensaient qu'il s'agissait de dolines. D'autres étaient persuadés qu'ils étaient le résultat de tests ultra secrets ou même d'une pluie de météorites. Selon la plus récente théorie, ces trous seraient en fait des cratères causés par le réchauffement de l'Arctique et la fonte des sols. Selon cette hypothèse, le dégel provoque l'éclatement de poches de gaz piégées sous la surface et crée ces trous spectaculaires. Apparemment, ces cratères inquiétants sont apparus à des endroits précis de la Sibérie, où d'anciennes failles géologiques laissent s'échapper du gaz naturel chaud depuis déjà pas mal de temps. Si l'on ajoute à cela les restes de méthane provenant d'anciens sédiments lacustres et libérés par le réchauffement de la planète, on obtient des surprises plutôt explosives. Vous n'avez pas encore peur, d'accord. Vous avez peut-être peur du noir? Si c'est le cas, vous ne devriez pas revenir en 536. C'est l'année où le monde a traversé une période d'obscurité de 18 mois. Un mystérieux brouillard a recouvert l'Europe, le Moyen-Orient et une partie de l'Asie, bloquant le soleil et provoquant le chaos. Un véritable âge des ténèbres, et pour de vrai cette fois. Il s'avère que le principal responsable de ce brouillard fut une éruption volcanique en Islande. Cette éruption répandit des cendres dans tout l'hémisphère nord, provoquant une chute des températures et de très mauvaises récoltes. Les gens gelaient et mouraient de faim. C'était terrible. Les historiens de l'époque ont parlé de l'étrangeté de la situation. Le soleil ressemblait à la lune, les étés étaient glacés et il neigeait même en Chine au mois d'août. Tout cela à cause des cendres volcaniques qui bloquèrent le soleil. Et pour ne rien arranger, cette période d'obscurité a déclenché le début de la peste bubonique de l'an 541. Une période vraiment difficile. Revenons à présent en Sibérie. En 1908, au fin fond de la Sibérie, un astéroïde est venu nous rendre une visite inattendue. Aujourd'hui, nous le connaissons sous le nom d'astéroïde de la Tunguska, mais il n'a pas reçu ce nom immédiatement. La population locale n'a fait qu'entrevoir le spectacle, une boule de feu traversant le ciel, suivie d'un énorme boom. Des arbres se sont envolés, des incendies ont éclaté, et les animaux n'étaient alors pas très heureux.
Mais la région étant très isolée, peu de gens s'en sont aperçus. Pendant près de 20 ans, personne n'a pris la peine d'inspecter le site de la Tunguska. Les gens avaient trop de choses qu'à faire à l'époque. Mais des scientifiques se sont finalement rendus sur place et ont trouvé des preuves de cet astéroïde. Plus tard, lors d'expéditions, ils ont même trouvé des microparticules spatiales. Aujourd'hui, la NASA a mis en place un programme de défense planétaire. Elle a même envoyé une mission pour tester la technologie de déviation des astéroïdes. Car qui sait quand le prochain caillou cosmique viendra frapper à notre porte. Au milieu du 19e siècle, une autre tempête solaire s'est produite. L'événement de Carrington. Cet événement vous semblera peut-être anodin, mais il a eu de lourdes conséquences. Le lendemain de la tempête, la Terre a été frappée par un violent orage géomagnétique qui a détraqué les télégraphes et fait apparaître des aurores sous les tropiques, là où elles n'apparaissent jamais normalement. Il s'avère que toute cette folie météorologique a commencé par des phénomènes étranges à la surface du Soleil, des taches solaires par exemple. Ces taches sont à l'origine d'éruptions et d'autres phénomènes électromagnétiques qui peuvent perturber notre technologie. Les tempêtes solaires massives comme celle-ci peuvent jaillir du Soleil, à des vitesses allant jusqu'à 2900 km par seconde. Elles peuvent contenir des milliards de tonnes de matière solaire, ainsi qu'un petit champ magnétique sournois qui adore perturber le champ magnétique terrestre lorsqu'il le rencontre. Maintenant écoutez bien, nous nous rapprochons du prochain maximum solaire, qui aura lieu en 2025. Il est donc temps de consulter l'historique des pires tempêtes solaires, comme l'événement de Carrington, et de faire bien attention. Imaginez qu'une tempête de ce type se produise aujourd'hui, l'apocalypse sur les réseaux. Les entreprises seraient mises hors ligne et nous serions confrontés à de graves dégâts. Heureusement, ces méga-tempêtes solaires ne se produisent pas très souvent. Mais la météo de l'espace étant difficile à prévoir, qui sait quand la prochaine surviendra? Vivre sur notre belle planète peut sembler sans danger, mais seulement jusqu'à ce que vous commenciez à penser à tout ce qui vous guette au coin de la rue ou dans les vastes ténèbres du cosmos. Voyons ce qui pourrait conduire à la fin de la planète Terre. Chaque nouvelle menace potentielle est plus terrifiante que la précédente. Je vous aurais prévenu. Tout d'abord, parlons des hypercyclones. Cette catastrophe naturelle peut devenir vraiment extrême. Un hypercyclone est un ouragan théorique d'une puissance inégalée. Il se produirait si l'océan était surchauffé en raison du changement climatique. Une éruption volcanique massive pourrait également en être la cause. En tout cas, l'ouragan créé, contrairement aux ouragans habituels, s'étendrait bien au-delà de la basse stratosphère. La vitesse d'une telle tempête atteindrait les 800 km/h. La pression à l'intérieur de l'hypercyclone serait très faible et en conséquence, il durerait plus longtemps qu'un ouragan normal. Il pourrait même durer des semaines. Mais le pire, il endommagerait, voire détruirait, une partie de la couche d'ozone. Et le trou qui en résulterait ferait la taille de l'ensemble du continent nord-américain. Ensuite, il y a les tornades super destructrices. Une tornade est une colonne d'air en rotation violente. Elle s'étend généralement à partir d'un orage et est en contact avec le sol. À l'intérieur d'un nuage d'orage, l'air chaud et humide s'élève et l'air frais retombe avec la pluie ou la grêle. Ces conditions peuvent entraîner l'apparition de courants d'air en rotation à l'intérieur du nuage. Il est intéressant de noter que ces courants d'air sont d'abord horizontaux, mais à un moment donné, ils peuvent redevenir verticaux et se mettre à descendre, se transformant ainsi en tornades. Certaines tornades sont des tourbillons étroits comme des cordes, d'autres sont de larges entonnoirs. On classe les tornades à l'aide de l'échelle de Fujita améliorée. Une tornade faible dure normalement quelques minutes et ne se déplace pas à plus de 160 km/h. Le niveau suivant est une tornade forte. Ces tourbillons peuvent durer une vingtaine de minutes et leurs vents peuvent atteindre 320 km/h. Enfin, les tornades violentes peuvent durer plus d'une heure et se déplacer à une vitesse comprise entre 320 et 480 km/h. En moyenne, 1 millier de tornades se produisent chaque année aux États-Unis. Il existe même une région nommée Tornado Alley, une zone qui s'étend sur une dizaine d'États du Midwest. Mais les tornades peuvent survenir dans n'importe quel État. L'une des catastrophes naturelles les plus destructrices a été la tornade des 3 États aux États-Unis. Elle a duré un temps interminable et parcouru 354 km à travers le Missouri, l'Illinois et l'Indiana. La trajectoire moyenne d'une tornade ne dépasse généralement pas les 8 km.
Mais que se passerait-il si un jour, une tornade bien plus grande et bien plus puissante que toutes celles que nous avons connues jusqu'à présent traversait des pays et des continents entiers? Elle dévasterait tout sur son passage. Et que dire des orages supercellulaires? C'est le type d'orage le moins courant, mais le plus dangereux. Il est susceptible de provoquer des phénomènes météorologiques violents, des vents destructeurs, de très gros grêlons et même de puissantes tornades. Ce qui rend les orages supercellulaires uniques, c'est la présence d'un courant ascendant profond et persistant appelé mésocyclone. Les orages supercellulaires peuvent durer des heures et causer des dégâts considérables. L'impact d'un astéroïde pourrait également mettre fin à toute forme de vie sur Terre. Si l'un de ces vagabonds de l'espace était suffisamment grand, il pourrait causer une dévastation généralisée, comme ce fut le cas avec l'astéroïde de 13 km de large apparu il y a 66 millions d'années. On dit qu'il a détruit les 3/4 des espèces végétales et animales de la planète, y compris les dinosaures. En fonction de la taille de l'astéroïde et de sa vitesse d'approche, l'impact pourrait provoquer des incendies de grande ampleur, des tsunamis, et créer un « hiver éternel ». Cela se produit lorsque les débris éjectés dans l'atmosphère bloquent la lumière du Soleil et perturbent le climat mondial. Heureusement, grâce à notre technologie, nous remarquerions probablement un astéroïde de cette taille s'approchant de notre planète bien avant la collision, et nous aurions suffisamment de temps pour nous en débarrasser. C'est peut-être notre propre Soleil qui mettra fin à notre monde. Notre étoile est une gigantesque boule de gaz en fusion en constante évolution. De temps à autre, elle crache des bouffées d'énergie, les éruptions solaires. Elles vont souvent de pair avec ce que l'on appelle les éjections de masse coronale. Il s'agit de bulles géantes de gaz ionisé qui peuvent atteindre des vitesses incroyables. Les éruptions volcaniques les plus puissantes font pâle figure face aux éruptions solaires, qui libèrent 10 millions de fois plus d'énergie. En quelques minutes, une éruption solaire peut émettre des milliards de tonnes de particules chargées. Les éruptions solaires sont également extrêmement chaudes, avec des températures atteignant plusieurs millions de degrés. Les astronomes pensent que ces explosions de rayonnement solaire se produisent lorsque le champ magnétique du Soleil se déforme dans certaines régions. À un moment donné, toute l'énergie refoulée est libérée. L'étoile émet de la lumière et des particules, principalement des électrons et des protons. La plupart des éruptions solaires durent quelques minutes, mais certaines durent des heures. Les scientifiques classent les éruptions solaires en fonction de leur luminosité en rayons X. Vous ne remarquerez probablement pas les plus petites éruptions si vous ne disposez pas d'un équipement spécial. Les éruptions solaires moyennes provoquent de brèves coupures de courant au pôle, mais rien de grave. Ce sont les éruptions de classe X qui devraient vous inquiéter. Elles provoquent les tempêtes solaires les plus fortes et les plus durables. Si vous pouviez voir les rayons gamma, vous verriez des éclairs d'une luminosité extrême. Ils se produisent tous les jours, éclipsent tout ce qui vous entoure, puis disparaissent à nouveau. On appelle ça des sursauts gamma. Un seul d'entre eux pourrait anéantir l'atmosphère terrestre. L'éclair qui pourrait détruire notre planète naîtrait très probablement dans une galaxie lointaine, lors de la fusion de deux étoiles en train de s'effondrer. Il serait immensément puissant et super lumineux. Encore à 1000 années-lumière de la Terre, il brillerait déjà autant que le Soleil. L'atmosphère de notre planète tenterait de nous protéger, mais ce bouclier naturel serait vite détruit. Ce rayonnement serait si puissant qu'il brûlerait littéralement l'atmosphère. Ces oxydes d'azote détruiraient la couche d'ozone. Sans cette couche, les rayons ultraviolets provenant du Soleil frapperaient la surface de la Terre de plein fouet. Ils anéantiraient tout le minuscule plancton de l'océan. Or, ce plancton produit de 50 à 70% de tout l'oxygène de la planète. Leur disparition entraînerait donc une grave pénurie d'oxygène, ce qui conduirait à la disparition de la vie sur la planète. Enfin, la chaleur et la lumière ultraviolette provenant du Soleil transformeraient la planète en un énorme boule de roche. Et si nous tombions sur un trou noir errant? Vous savez peut-être qu'un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Par chance, le trou noir le plus proche de nous se trouve à 1500 années-lumière. Du coup, nous ne nous en inquiétions pas vraiment, jusqu'à ce que nous apprenions l'existence des trous noirs errants. Là, les choses commencent à être vraiment effrayantes. Si un tel trou noir entrait dans notre système solaire, la Terre serait condamnée. Nous n'aurions aucune chance face à ce monstre de l'espace. En 2020, 13 trous noirs errants ont été repérés non loin de notre planète. Mais pas très loin, en termes spatiaux, signifie à environ 1 milliard d'années-lumière. Il nous reste donc un peu de temps.
la possibilité d'une telle catastrophe est très, très faible. Un jour, une planète vagabonde pourrait pousser la Terre hors de la zone habitable et la placer sur une orbite extrême, plus éloignée du Soleil. Le climat de la planète commencerait alors à devenir de plus en plus froid. N'oubliez pas que plus notre planète est éloignée du Soleil, plus l'attraction gravitationnelle de l'étoile sur notre planète est faible. En fin de compte, notre belle Terre s'éloignerait trop de sa principale source de lumière et de chaleur. Elle se transformerait en un morceau de roche sans vie, recouvert d'une épaisse couche de glace. Ou bien le Soleil pourrait se dilater et se transformer en géante rouge. Si cela se produisait, toute la zone habitable du système solaire s'en trouverait modifiée. Le désastre commencerait au moment où notre étoile manquerait d'hydrogène. Cela déclencherait une réaction en chaîne qui conduirait finalement au réchauffement et à la densification du cœur du Soleil. En conséquence, notre bel astre deviendrait beaucoup plus grand qu'il ne l'est actuellement. Au cours de cette transformation, il avalerait Vénus, Mercure et la Terre. Le sel donne un goût délicieux à nos chips et à notre pop-corn. Mais ce n'est pas tout. On l'utilise dans des produits ménagers et industriels, dans les cosmétiques, les engrais, le traitement de l'eau et l'asphaltage des routes. Chaque année, environ 300 tonnes de sel sont produites dans le monde entier. Mais il y a un problème. C'est trop de sel pour notre planète. Vous voyez, le sel remonte progressivement à la surface à partir des roches océaniques situées en profondeur. Et ce processus est tout à fait équilibré, ou l'était, autrefois. L'homme est en train de bouleverser cet équilibre. Notre demande ne cesse d'augmenter et nous rejetons trop de sel dans les sols, dans l'air et dans la mer. Et si ce processus se poursuit sans contrôle, nous pourrions être confrontés à une menace existentielle. Oui, c'est vraiment grave. Et une étude récente menée par l'Université du Maryland le confirme. Il y a un phénomène connu sous le nom de « cycle naturel du sel ». Il existe depuis des milliers d'années. Le sel remonte naturellement par le biais du soulèvement géologique et de l'altération des roches. Par la suite, les roches se désagrègent et libèrent des ions de sel dans le sol. Certains de ces ions sont absorbés par les plantes et les organismes. D'autres sont emportés par les rivières qui les transportent vers les océans. Le sel pénètre également dans l'atmosphère par le biais de la poussière salée dans les régions sèches et des embruns dans les régions côtières. Le sel est essentiel pour l'homme, les animaux et les plantes, car notre organisme s'en nourrit. Pour faire bref, nous sommes un peu comme des systèmes électriques contrôlés par le sel. Le sol a besoin de sel pour rester compact. Les plantes en ont également besoin en petite quantité. Il permet à leur métabolisme de fonctionner correctement pour synthétiser la chlorophylle en quantité suffisante. Cependant, un excès de sel n'est pas une bonne chose. De nos jours, l'activité humaine perturbe le cycle naturel du sel, car nous en ramenons à la surface de la planète beaucoup plus rapidement qu'auparavant. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus les chercheurs après avoir combiné des données provenant de différentes sources, notamment l'annuaire des minéraux de l'US Geological Survey et les relevés mondiaux de la composition des cours d'eau et des mesures de salinité. Le principal facteur à l'origine de ces changements est l'extraction du sel nécessaire, notamment à l'industrie alimentaire. À cela s'ajoutent les pluies acides, qui accélèrent l'altération des roches. Ces facteurs accélèrent la production de sel à la surface de la planète. À l'heure actuelle, la concentration de sel dans le monde est trop élevée. Le sol, les plantes et les animaux ne sont pas en mesure de le consommer en totalité. Pire encore, certaines espèces essentielles ne peuvent pas survivre avec ce surplus de sel. Leur disparition modifie la biodiversité et pourrait entraîner l'apparition d'espèces invasives, telles que le roseau commun. Il s'agit d'une plante hôte qui envahit les zones côtières. Il y a aussi le zooplancton, une espèce océanique importante pour la régulation des algues, et qui est extrêmement sensible au sel. Si cette espèce commence à décliner, cela risque de perturber les réseaux alimentaires mondiaux. L'excès de sel transforme également les terres agricoles en friches. Des rapports récents ont montré qu'environ 13 millions de kilomètres carrés de terre sont déjà touchés. Il s'agit d'une superficie équivalente à 4 fois la taille de l'Inde. Dans certains pays, d'immenses zones deviennent infertiles à cause de cet excès. De plus, l'excès de sel est mauvais pour la santé. En effet, tout ce sel supplémentaire s'infiltre dans les eaux souterraines, les rendant trop salées pour la consommation humaine. Cette situation est particulièrement préjudiciable aux personnes qui doivent suivre un régime alimentaire pauvre en sodium. Et je ne parle pas seulement du sel de table ou du chlorure de sodium. Non,
D'autres sels à base de calcium et de magnésium s'infiltrent également généralement lors de la production d'engrais et de matériaux de construction. Cela nous donne un affreux cocktail chimique de différents sels provenant de diverses sources. Et les scientifiques ne connaissent pas encore les effets qu'un tel mélange peut avoir sur nous, les humains. Vous vous dites qu'il est peut-être temps de réduire votre consommation de sel? Bien, mais ne le supprimez pas complètement. Dans les années 30, le docteur Robert McCance, du département de médecine expérimentale de l'université de Cambridge, a demandé à 4 volontaires de se passer complètement de sel pendant 10 jours. Ils ont d'abord dû transpirer pour évacuer le sel qui restait dans leur corps. Ensuite, le scientifique a littéralement dessalé tout ce qu'ils étaient autorisés à manger et à boire. Peu après, les participants ont commencé à éprouver des sensations étranges. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus beaucoup de goût dans ce qu'ils consommaient. La situation s'est aggravée. Ils ont commencé à être fatigués, puis ils ont rapidement été trop épuisés pour se nourrir. Ils ont commencé à présenter des signes d'hyponatrémie. C'est lorsque la concentration de sodium dans le sang est dangereusement basse. Les cellules sanguines grossissent, le sang ne parvenant plus à réguler la quantité d'eau qu'une cellule doit consommer. Si ce problème n'est pas traité, il peut non seulement entraîner des crises d'épilepsie, mais aussi avoir des conséquences beaucoup plus graves. À la fin de la période d'essai, les participants ont reçu des aliments salés. Miraculeusement, en l'espace de quelques minutes, ils ont retrouvé le sens du goût et leur énergie s'est reconstituée. À vrai dire, tout ça est un peu terrifiant. Si c'est ce que représente 10 jours sans sel, imaginez la catastrophe qui se produirait s'il n'y avait plus de sel du tout. Nous ne tiendrions pas longtemps, c'est certain. Et ce serait un drame sans fin non seulement pour nous, mais aussi pour les plantes et les animaux. Car ils ont autant besoin de sel que nous. Si nos océans perderont soudainement tout leur sel, les algues sous-marines disparaîtraient, ce qui réduirait presque de moitié la photosynthèse sur la planète. Les plantes terrestres suivraient le mouvement. Peu après la disparition du sel, nous serions donc confrontés à un problème de taille. Trop de dioxyde de carbone et pas assez d'oxygène. Notre climat commencerait à fluctuer, avec des températures extrêmement chaudes et froides, et les ouragans deviendraient incroyablement puissants et détruiraient tout sur leur passage. Heureusement, nous avons encore du sel dans nos magasins, et son cycle naturel pourrait redevenir plus ou moins stable. L'humanité connaît et utilise le sel depuis la nuit des temps. On l'utilisait par exemple pour les offrandes et la conservation des momies dans l'Égypte ancienne. C'était un produit de valeur que s'échangeaient les Phéniciens et les autres peuples du pourtour méditerranéen. Dans la Chine ancienne, les gens connaissaient plus de 40 types de sel qu'ils utilisaient à des fins médicinales. Dans l'Europe médiévale, Venise est devenue puissante grâce à son monopole sur le sel. Sa production et son transport ont favorisé l'apparition de nouvelles villes et la construction de routes. Salzbourg, la ville du sel, en Autriche, en est un excellent exemple. Aujourd'hui encore, le sel continue de nous surprendre. Par exemple, des chercheurs de la Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science de l'Université de Miami ont récemment découvert de rares bassins de saumure en eau profonde dans le golfe d'Aqaba. Il s'agit d'une extension septentrionale de la mer Rouge. Ces lacs salés sous-marins pourraient nous révéler le secret de la formation des océans il y a des millions d'années. Ils pourraient également nous donner des indices sur la vie extraterrestre. Les bassins de saumure font partie des environnements les plus extrêmes sur Terre, et pourtant, malgré leur salinité ultra élevée, leur chimie quelque peu exotique et leur absence totale d'oxygène, ils regorgent de vie. Des chercheurs ont même trouvé des molécules bioactives dotées de propriétés potentiellement anticancéreuses dans les microbes des bassins de saumure de la mer Rouge. Ces bassins dépourvus d'oxygène sont situés près de la côte et pourraient contenir des informations sur les tsunamis, les tremblements de terre et les crues soudaines qui ont eu lieu dans le golfe d'Aqaba il y a des milliers d'années. Le sel était même arrivé dans l'espace. Enfin, en quelque sorte. La Lune est comme une comète qui traverse le cosmos. Notre satellite naturel possède une fine queue de matière irradiée, que notre planète traverse directement une fois par mois. Or, selon une étude publiée dans la revue JJR Planets, cette queue lunaire serait constituée de millions d'atomes de sodium. Et comme vous le savez déjà, la formule chimique du sel est le chlorure de sodium.
Ces atomes sont expulsés du sol lunaire par des météorites, puis poussés à des milliers de kilomètres en aval par le rayonnement solaire. Plusieurs jours par mois, lorsque la nouvelle Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, la gravité de notre planète entraîne cette queue de sodium dans un long faisceau qui s'enroule autour de notre atmosphère. La queue elle-même est inoffensive et invisible à l'œil nu. Mais pendant ces quelques jours, les télescopes les plus puissants peuvent en détecter la faible lueur orange dans le ciel. Voici John. John semble attirer le mauvais temps et toutes sortes de catastrophes naturelles partout où il va. Un jour, John remarque que son chien est agité. Le toutou n'arrête pas de gratter sur la porte d'entrée et de s'agiter dans la maison. Il essaye même de se cacher dans un coin en hurlant et en aboyant. Lorsque des tasses commencent à tinter dans l'armoire, John comprend ce que cela signifie. Le bruit est produit par des chocs précurseurs, des mini-séismes qui précèdent l'événement principal. Les tremblements de terre se produisent souvent en grappe. Après quelques faibles tremblements de terre, il est probable qu'un plus gros soit en préparation. Précédant la catastrophe, on peut aussi remarquer des lumières bleues bizarres. Certaines d'entre elles semblent sortir du sol, d'autres planent dans les airs. Ce sont des lumières de séisme. Elles peuvent apparaître plusieurs jours ou quelques secondes avant que le sol ne commence à trembler. Maintenant, John marche le long du rivage de l'océan. Soudain, il voit l'eau se retirer de la plage à une vitesse fulgurante. John, mon ami, fuit aussi vite que possible et trouve un point en hauteur. Un tsunami arrive, et ta vie pourrait dépendre de la rapidité de ta réaction. Si John repère une élévation inattendue du niveau de la mer, cela peut être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas. L'eau qui arrive est la première vague du tsunami. La deuxième, beaucoup plus grande, arrivera environ 10 minutes plus tard. John peut aussi remarquer que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et crée des motifs bizarres. C'est un autre signe certain qu'un tsunami est proche. Maintenant, John a l'impression que quelque chose cloche avec le soleil. À travers ses lunettes de soleil spéciales très polarisées, il voit qu'il y a des éruptions irrégulières autour du contour de l'étoile. Si ces rayons bizarres sont accompagnés d'aurores dans le monde entier, ils sont le signe d'une tempête solaire. Ces tempêtes sont généralement causées par des perturbations du champ magnétique du soleil. Dans ce cas, les explosions de gaz et de radiation à la surface du soleil deviennent si massives et puissantes qu'elles peuvent même atteindre notre planète. Heureusement, les tempêtes solaires ne sont pas vraiment dangereuses pour les gens, mais elles peuvent perturber le réseau électrique et même provoquer des pannes. Le ciel au-dessus de la tête de John s'assombrit et devient sinistrement vert. Quelque chose le frappe sur le front. Aïe! Il ramasse l'objet en question, c'est un grelon. Pourtant, il ne fait pas si froid dehors et il ne pleut pas. Bientôt, il entend un bruit qui s'approche rapidement et se transforme en un fort rugissement. On dirait qu'un train de marchandises fonce vers lui. Mais ce n'est pas un train, c'est une tornade. L'entonnoir n'est pas visible derrière un nuage de débris, mais John ne peut pas confondre cette colonne d'air en rotation avec autre chose. Tu es sur la route, John? Alors éloigne-toi le plus possible de ta voiture. Vite, trouve un fossé, allonge-toi dedans et couvre-toi la tête. Tu es en intérieur? Alors éloigne-toi des fenêtres et descends au sous-sol si possible. Et s'il te plaît, fais très attention si tu aperçois des nuages de forme conique. Ceci signifie de violentes tempêtes. Et si tu remarques qu'un tel nuage commence à tourner sur lui-même, cherche immédiatement un abri. Cherche immédiatement un abri. Le nuage est en train de se transformer en tornade sous tes yeux. La bonne nouvelle, c'est que John ne doit s'inquiéter que des nuages coniques chauds, car les nuages froids sont totalement inoffensifs. Le seul problème, c'est qu'il faut pouvoir déterminer la température du nuage rien qu'en le regardant. Tiens, John vient de repérer des arbres aux formes étranges. Ils ressemblent à la lettre J et poussent sur une pente. Cela signifie que le sol sous les pieds de John est probablement instable. S'il continue à marcher ici, cela pourrait provoquer un dangereux glissement de terrain. Les vagues carrées apparaissent lorsque deux formes de vagues différentes s'écrasent l'une contre l'autre. Ce phénomène est plutôt beau à voir, mais non, ne va pas dans l'eau, John. Continue à le regarder depuis la rive. Les courants croisés à cet endroit peuvent facilement entraîner même le nageur le plus expérimenté sous la surface. John continue de marcher le long de la rive. À un moment donné, il voit des vagues violentes et agitées transportant des débris océaniques et des algues. Cette fois, il reste hors de l'eau. Il sait que cela peut être le signe d'un fort courant de retour qui peut emporter un nageur très loin au large. Que dirais-tu maintenant d'une promenade dans le parc? John aime cette idée. Le soleil brille et le ciel est si bleu.
Soudain, il aperçoit un nuage vertical qui grandit rapidement. Au début, il semble d'un blanc éclatant, mais à mesure qu'il s'approche, à une vitesse alarmante, il devient dense et couleur d'encre. Le ciel s'assombrit, il commence à y avoir du vent. C'est alors que John remarque que ses cheveux se dressent sur la tête. C'est le signe qu'il est sur le point d'être frappé par la foudre. À ce moment précis, des charges positives s'élèvent de son corps. Elles se dirigent vers la partie chargée négativement de l'orage. S'il ne réagit pas rapidement, ces charges vont se rencontrer. Il n'y a nulle part où se cacher. Alors John doit s'accroupir et essayer de se rendre plus petit que les objets qui l'entourent. Oh non, John, ne t'allonge pas sur le sol. Il est peut-être humide et par conséquent conducteur d'électricité. Il y a d'autres signes qui indiquent le danger pendant un orage électrique. Les paumes de John peuvent commencer à transpirer. Il peut entendre des craquements et des bourdonnements bizarres provenant d'objets métalliques à proximité. Sa peau peut commencer à picoter. Il peut ressentir un étrange goût métallique dans sa bouche. De plus, il est probable que John sente une odeur de chlore, qui est celle de l'ozone. Les charges électriques divisent les molécules d'azote et d'oxygène, qui sont les principaux gaz composant l'atmosphère, en atomes séparés. Lorsque ces atomes se réunissent à nouveau, certains d'entre eux produisent des molécules composées de 3 atomes d'oxygène, c'est l'ozone. On peut en sentir l'odeur pendant un orage, car les courants descendants amènent ce gaz des hautes altitudes à notre niveau. Certains insectes peuvent sentir un orage arriver. Ils se préparent à la catastrophe naturelle en se figeant. Alors, quand John remarque que les insectes autour de lui ont l'air de somnoler, il sait qu'il doit se préparer. Oh, et les abeilles peuvent prédire les fortes tempêtes de pluie. Elles se mettent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Alors qu'il se promène près de la rivière pendant une période de forte pluie, John entend un rugissement. Il est paralysé par la peur. Il s'agit probablement d'une crue soudaine qui se dirige dans sa direction. En effet, il voit bientôt des débris descendre avec le courant. L'eau change rapidement de couleur, devenant boueuse et foncée. Les crues éclairs sont très dangereuses. Alors mets-toi tout de suite à l'abri, Johnny. Un autre jour, John voit un spectaculaire nuage mural. Il semble s'étendre sur 8 km. Dans le meilleur des cas, il s'agit simplement d'une tempête violente qui arrive. Mais si le nuage mural commence à se déplacer en cercle, c'est le signe certain d'une tornade. John marche sur un champ de glace dans la montagne, écoutant les sons que fait la glace sous ses pieds. Le bruit est plutôt creux. Vite, John, vérifie s'il y a des fissures autour de tes empreintes de pas. Si c'est le cas, il y a de fortes chances qu'une avalanche soit sur le point de se produire. Bientôt, John voit effectivement une avalanche se déplacer dans sa direction. Il fait de son mieux pour quitter la pente. Dans la plupart des cas, il pourrait probablement la distancer en se dirigeant vers le bas de la pente, puis en se dirigeant sur le côté. Mais pas cette fois. Il réalise qu'il n'a pas assez de temps et se dirige vers l'arbre le plus proche. Si John s'y accroche très fort, l'avalanche ne l'entraînera peut-être pas. Mais si cela ne fonctionne pas, il doit essayer de nager jusqu'à la surface de l'avalanche tant qu'elle est encore en mouvement. Par une belle soirée d'été, John remarque que des feuilles aux tiges souples s'affaissent tout à coup. Ah, c'est peut-être à cause d'une tempête à venir. Juste avant l'arrivée d'une tempête, l'air devient généralement plus humide, les feuilles deviennent aussi humides et lourdes et le vent les retourne facilement. John vit dans une assez vieille maison et est habitué à voir des fissures dans les murs intérieurs. Mais un jour, il remarque que certaines d'entre elles se sont élargies. Et regarde, il y en a aussi des nouvelles. C'est un signal d'alarme. Il vit dans une région très calcaire, donc de nouvelles fissures peuvent signifier qu'un gouffre est sur le point de s'ouvrir à côté de sa maison. John se dépêche de rentrer chez lui en essayant de ne pas perdre de temps à admirer les nuages accrus. Il semble tout droit tiré d'un film de science-fiction. Il se forme lorsque de l'air chaud et humide est pris dans un courant ascendant d'orage. Et ces nuages de mauvais augure signifient le plus souvent qu'une tempête se prépare. En Russie, sur les rives de la mer Baltique, se trouve un parc national énigmatique. La forêt dansante est un endroit qu'aucun scientifique n'a réussi à expliquer jusqu'à présent. Les pins y sont tous courbés et tordus en boucle et en spirale. Cette forêt n'existe que depuis le début des années 60, époque à laquelle les arbres ont été plantés afin de rendre plus stable le sable des dunes de cette zone. Selon une théorie, c'est le manque de stabilité des sols qui aurait provoqué la déformation des pins. D'autres théories mettent ces arbres tordus sur le compte de la puissance des vents ou encore de forces surnaturelles. Selon certains, des énergies positives et négatives convergeraient dans la forêt, provoquant ces formes étranges. Une légende locale dit qu'en passant dans le cercle d'un arbre, on ajoute une année à sa vie, ou que l'on peut faire un vœu. J'aime bien cette légende.
Et puisqu'on parle d'arbres bizarres, il y en a un qui pousse dans la région du Piémont, en Italie. Si tu fais le voyage, tu verras un cerisier qui a grandi au sommet d'un mûrier. Et le plus étrange, c'est que les deux arbres sont en parfaite santé. Une tempête permanente fait rage au pôle nord de Saturne, et sa forme est très étrange. Elle est hexagonale. C'est probablement dû au gradient des vents. La longueur totale de cette configuration nuageuse est de 14 500 km, ce qui représente environ 1900 km de plus que le diamètre de la Terre. Cela fait des années que l'on observe cet hexagone, mais le plus mystérieux est qu'il change de couleur. Il était autrefois turquoise et il a récemment pris une teinte dorée. La raison de ce changement de couleur est que le pôle se trouve progressivement exposé à la lumière du soleil à mesure que les saisons changent. La pluie n'est pas une chose rare à Oakville, dans l'État de Washington, mais celle qui tomba un jour sous la forme de grumeaux de gelée est encore à ce jour sans explication précise. On assista à cette étrange pluie sur une zone d'environ 58 km². Ceux qui s'en approchèrent ressentirent plus tard des symptômes semblables à ceux de la grippe. Qu'étaient-ce donc ces grumeaux ? Des scientifiques affirmèrent qu'ils contenaient des globules blancs humains. Des tests ultérieurs récusèrent cependant la présence de noyaux caractéristiques des leucocytes. Certains dirent ensuite qu'il pouvait s'agir de méduses évaporées ou peut-être même de déchets provenant d'un avion de ligne. Les pierres glissantes, également appelées pierres mouvantes, se déplacent toutes seules dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie, laissant de longues traces dans la terre et le sable sur leur passage. Diverses séquences en accéléré ont été réalisées afin de témoigner de l'étrange phénomène. Les scientifiques ont même installé des navigateurs GPS sur certaines pierres afin de démontrer leur vitesse considérable. Selon plusieurs chercheurs, ces déplacements seraient dus aux fines couches de glace qui se forment pendant la nuit dans la vallée et font glisser les pierres avant de fondre ensuite pendant la journée. Mais peut-être que quelqu'un écoute tout simplement les Rolling Stones dans le coin. Non, probablement pas. Le cratère de Batagaïka, en Sibérie, ressemble à l'entrée des enfers. Il fait environ 1 km de long et plus de 86 mètres de profondeur, mais il ne cesse de croître. Plus il s'approfondit, plus il expose ses couches souterraines. Ces strates nous révèlent à quoi ressemblait notre planète il y a des milliers d'années, et les dépressions nous renseignent sur les climats d'autrefois. Le cratère est apparu dans les années 60 à l'occasion d'une rapide déforestation. Les arbres ne jetaient plus d'ombre sur le sol et la chaleur a augmenté. La fonte du permafrost a ensuite entraîné la formation du cratère. Le bourdonnement de Taos, au Nouveau-Mexique, rend les habitants de cette ville complètement dingues depuis les années 1990. Ce bruit à basse fréquence prive les gens de sommeil et les épuise. Des scientifiques ont essayé de trouver la source de ce bourdonnement en vain jusqu'à présent. Divers bourdonnements ont également été entendus au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et dans d'autres régions des États-Unis. Heureusement, seulement 2% de la population mondiale est capable de les entendre. On attribue leur cause aux appareils mécaniques, à différentes perturbations du système auditif et même à certains animaux. Le bourdonnement de West Seattle, par exemple, a été attribué à des poissons-crapauds. Le cercle de fées, aussi appelé rond de sorcière ou mycélium annulaire, est une mystérieuse formation circulaire de champignons qui apparaît dans les prairies et les zones forestières. Les raisons pour lesquelles ces champignons s'alignent de cette façon font l'objet de nombreux débats. Selon certaines superstitions, les fées, en dansant, brûleraient les sols, ce qui provoquerait une croissance rapide des champignons. On a découvert au Costa Rica un ensemble d'environ 300 sphères mégalithiques. Les habitants les appellent las bolas, ce qui signifie simplement les boules en français. Ces pierres sont presque parfaitement rondes. Certaines d'entre elles sont énormes, pesant jusqu'à 16 tonnes. Par ailleurs, elles sont faites de différents matériaux, de gabbro, de calcaire et de grès. Elles étaient jadis placées juste devant la demeure des chefs, mais leur origine nous est encore inconnue. Certains prétendent que ces pierres seraient originaires de l'Atlantide. Ouais. Si tu vas voir le Mékong fin octobre, tu auras la chance d'apercevoir des boules lumineuses surgir de l'eau et s'élever dans les airs. Les habitants de la région appellent ces boules lumineuses « boules de feu des Nagas ». La taille des feux varie. Ces boules rougeâtres peuvent être aussi petites qu'une étincelle et aussi grandes qu'un ballon de basket. Il peut y avoir des dizaines, voire des milliers de boules chaque nuit. Les scientifiques ne disposent d'aucune explication précise concernant ce phénomène, mais il pourrait être dû aux gaz inflammables dégagés par les marécages. Certains habitants superstitieux pensent qu'elles sont dues à un serpent géant qui vit dans le fleuve. Au Minnesota, sur la rive nord du lac Supérieur, se trouve un parc surtout connu pour abriter le Devil's Kettle, ou bouilloire du diable. Il s'agit d'une chute d'eau qui se sépare en deux.
Une partie de la rivière continue, tandis que l'autre partie disparaît dans un trou du sol. Si tu jettes un objet dans la bouilloire du diable, il ne réapparaîtra pas. Les scientifiques ne savent toujours pas où va l'eau qui tombe dans le trou. La Devil's Kettle est considérée comme dangereuse parce qu'il est presque impossible d'en retracer le cours. Et oui, pas le meilleur endroit où faire du tubbing. Les grugnons sont des poissons connus pour leur étrange rituel d'accouplement. Les femelles sortent de l'eau et grimpent sur la rive. Elles enfoncent leur queue dans le sable pour y pondre des œufs. Après fécondation par les mâles, les œufs restent cachés dans le sable. La marée haute arrive et emporte à la mer les petits qui viennent d'éclore. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer ce mode de reproduction. Les habitants de la campagne du centre de la Norvège, au-dessus de la vallée d'Esdalen, peuvent souvent voir des lumières flottantes blanches, jaunes et rouges traverser le ciel. Ces lumières apparaissent de jour comme de nuit et dans les années 80, elles furent même aperçues entre 15 et 20 fois en une seule semaine. Les lumières d'Esdalen peuvent durer quelques secondes et parfois plus d'une heure. Les lumières bougent, semblent flotter ou même se balancer. Certains scientifiques pensent que c'est de la poussière de fer ionisée qui est à l'origine de ces lumières. D'autres disent que le phénomène est dû à une combustion de sodium, d'oxygène et d'hydrogène. Mais la plupart des gens pensent qu'il s'agit tout simplement d'avions. Le parc de Yellowstone possède un célèbre lac bouillonnant, mais ce n'est pas le seul endroit au monde où l'eau est naturellement en ébullition. Au plus profond de l'Amazonie se trouve la rivière Chaney-Timpishka, longue de 6,5 km et chaude en permanence. Son nom signifie « bouillie par le soleil ». En fait, elle n'est pas vraiment bouillante, mais elle peut atteindre 91 degrés Celsius, suffisant pour cuire des pâtes. On essaie ? La température la plus basse y est d'environ 45 degrés Celsius. Ce phénomène est inexplicable étant donné qu'il faudrait que la rivière se trouve à proximité d'un volcan pour que l'eau atteigne de telles températures. Or, le volcan le plus proche se trouve à 640 km de distance. Autre possibilité, une faille souterraine. Dans l'ouest du Venezuela, les personnes qui vivent près du fleuve Catatumbo n'ont pas peur de la foudre, car ils la voient presque toutes les nuits. Cela commence vers 19h et ne s'arrête pas avant l'aube. La foudre éternelle du Catatumbo s'est arrêtée une fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse, ou peut-être qu'il n'y avait plus d'électricité. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait en raison de la rencontre de courants d'air froid et chaud dans la région. Selon une autre théorie, la foudre pourrait être due à la présence d'uranium dans le substrat rocheux. En parlant d'éclairs, je dois filer. Salut! Tsunami du Boxing Day, Indonésie. Un tremblement de terre sous-marin se déclenche dans la matinée. Ces secousses provoquent une série de vagues de tsunami. La plus grande atteint la hauteur de l'Arc de Triomphe à Paris. Méga tsunami du volcan Unzen. Une puissante éruption volcanique déclenche un glissement de terrain à partir d'un dôme de lave vieux de 4000 ans. Elle traverse la ville de Shimabara et atteint la mer, déclenchant un méga tsunami. Méga tsunami du barrage de Vajont, Italie. Un glissement de terrain entraîne 255 millions de mètres cubes de forêt, de terre et de roches dans le lac. Un sombre mur d'eau obscurcit le ciel au-dessus d'un petit village au pied du barrage de Vajont. Puis, dans un rugissement assourdissant, la vague dépasse le bord du barrage, emportant tout sur son passage. Méga tsunami du mont Sainte-Hélène, États-Unis. La partie supérieure du mont Sainte-Hélène s'effondre, provoquant un énorme glissement de terrain. Une partie de cette avalanche plonge dans le lac Spirit. Cela pousse les eaux du lac dans une série de vagues presque aussi hautes que la tour Eiffel. Tsunami de la baie de Lituya, en Alaska. Un glissement de terrain provoqué par un tremblement de terre crée une méga vague. Elle déferle sur le cap et emporte les arbres, les plantes et le sol jusqu'au substrat rocheux. Molokai, Hawaï. Un tiers du volcan Molokai s'effondre dans l'océan Pacifique. Cela provoque un tsunami de la taille du deuxième plus grand bâtiment du monde, la tour de Shanghai. Les vagues atteignent le Mexique et la Californie. Tsunami de l'astéroïde du Yucatan. L'astéroïde, qui aurait anéanti les dinosaures, frappe la péninsule du Yucatan. Il crée un méga tsunami, le plus grand de l'histoire de la Terre. La première vague est presque 2 fois plus grande que le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. Ouragan Mitch. Mitch se forme dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes. Très vite, il se renforce pour devenir le 8e ouragan le plus puissant de l'Atlantique. La tempête déverse 10 cm de précipitations par heure pendant 2 jours au Honduras. Elle provoque de terribles coulées de boue et des inondations. Ouragan Allen. D'une puissance extrême, la tempête est l'une des rares à atteindre la catégorie 5, la plus élevée possible. Elle cause plus de 2 milliards de dollars de dégâts. The Great Hurricane. Après s'être abattue sur la Barbade, la tempête poursuit sa route dévastatrice.
Elle arrache l'écorce des arbres qui poussent en Martinique et à Sainte-Lucie et se propage plus loin. Cette terrible catastrophe naturelle dure 6 jours. Ouragan Dorian. C'est le plus puissant cyclone tropical à avoir frappé les Bahamas. L'ouragan rase la plupart des structures sur ces îles et les emporte dans la mer. Ouragan Vilma. La tempête se produit dans la mer des Caraïbes, près de la Jamaïque, et se dirige vers l'ouest. 2 jours plus tard, elle gagne suffisamment de puissance pour se transformer en l'ouragan le plus intense jamais enregistré dans l'océan Atlantique. Ouragan Patricia. Une tempête régulière développe un œil bien défini et se transforme en ouragan de catégorie 5 en 24 heures seulement. À un moment donné, elle se déplace plus vite qu'une Ferrari roulant à sa vitesse maximale. Cela fait de Patricia le cyclone tropical le plus intense jamais enregistré dans le monde. Tremblement de terre du Kamtchatka. Il se produit au petit matin à 130 km des côtes du Kamtchatka. Le tremblement de terre engendre un tsunami. Les 2 premières vagues sont catastrophiques jusqu'à 18 mètres de haut. La 3e est beaucoup plus faible. Tremblement de terre de Valparaiso, Chili. Il se produit vers 5 heures du matin à la limite de 2 plaques tectoniques. Le tsunami déclenché par le tremblement de terre détruit 1000 km de la côte chilienne. Tremblement de terre de Tohoku, Japon. Les premiers tremblements commencent à une profondeur sous l'eau. Le séisme est si fort qu'il déplace l'île principale du Japon. Il déplace également la planète entière de 25 cm sur son axe et augmente sa vitesse de rotation. La catastrophe déclenche également un tsunami avec des vagues de 40 mètres de haut qui se déplacent sur une distance de 10 km à l'intérieur des terres. Tremblement de terre dans l'océan Indien, Sumatra. Une rupture le long de 2 plaques tectoniques déclenche un tremblement de terre sous-marin. Il commence vers 8 heures du matin près du nord de Sumatra, en Indonésie. Il déplace la planète de 1 cm et déclenche des tremblements de terre dans le monde entier jusqu'en Alaska. Tremblement de terre du Vendredi Saint, Alaska. Le plus puissant tremblement de terre enregistré en Amérique du Nord dure 4 minutes et 38 secondes. Une fissure de 1000 km de long provoque de terribles glissements de terrain et un tsunami de 8 mètres de haut. Les zones situées à 300 km de distance sont soulevées de 10 mètres. D'autres endroits s'affaissent de 2,5 mètres de façon permanente. Valdivia, Chili. Le grand tremblement de terre chilien commence dans l'après-midi et dure pas moins de 10 minutes. La catastrophe touche une zone de la taille de la Californie. Il déclenche des tsunamis qui atteignent les côtes de Hawaï, du Japon, des Philippines, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Une tornade moyenne dure généralement moins de 10 minutes, mais il y a des exceptions. Tornade d'El Reno. Elle est considérée comme la plus grande tornade au monde si l'on se base sur sa largeur. À son apogée, elle a atteint un diamètre de 4 km. Tornade de Perryville, États-Unis. Elle se produit vers 2 heures du matin et commence par abattre des arbres à bois dur et détruire des constructions en pierre. Ensuite, le tourbillon devient plus fort. Il rase des bâtiments de 2 étages, emporte et fait voler des voitures comme s'il s'agissait de jouets. Tornade de Bridge Creek Moor. Lorsque la tornade arrive dans la ville de Bridge Creek, sa largeur est à son maximum, 1,5 à 2,5 km. La vitesse du vent dans la tornade atteint plus de 450 km/h. Cette catastrophe naturelle cause $1 milliard de dégâts. Manitoba, Canada. Une tornade exceptionnelle fait rage pendant près de 3 heures. Elle brise des centaines d'arbres et de poteaux électriques, endommage les routes et les fermes, mais épargne miraculeusement chaque ville sur son passage. Tri-State Tornado, États-Unis. La tornade la plus longue du monde parcourt 350 km à travers le Missouri, l'Illinois et l'Indiana. La trajectoire moyenne d'une tornade ne dépasse généralement pas 8 km. Tupelo, Gainesville, États-Unis. Un système complexe d'au moins 12 tornades individuelles anéantit tout sur son passage. Les tornades déclenchent également de graves inondations soudaines qui aggravent encore la situation. Glissement de terrain de Vaillant, Italie. À 22 heures, un glissement de terrain d'un volume équivalent à celui de 100 grandes pyramides de Gizeh se détache du sommet du mont Toc. Il tombe dans le réservoir du barrage de Vaillant, produisant une vague de tsunami plus haute que le Golden Gate Bridge de San Francisco. Yunnan, Chine. Une avalanche de roches, de pierres et de boue, si grosse qu'elle pourrait remplir le port de Sydney, forme un barrage sur la rivière Jinsha. Fleuve Ida, Japon. Suite à une tempête de pluie, l'équivalent de 300 000 piscines olympiques de débris s'écoule avant d'être arrêté par un autre glissement de terrain, plus précoce. En cours de route, le glissement emporte 2 autobus hors de la route. Pérou. Un éboulement fait barrage au Rio Mantaro, un long fleuve qui traverse le centre du Pérou. L'ensemble du processus ne prend pas plus de 3 minutes, ce qui signifie que l'écoulement se déplace à une vitesse pouvant atteindre 140 km/h. Il laisse également une traînée de débris de 8 km de long. Barrage du Soy, Tadjikistan. Déclenché par un tremblement de terre de magnitude 7,4, l'éboulement tombe dans la rivière Murghab et bloque son débit. C'est ainsi qu'apparaît le barrage du Soy, l'un des plus hauts du monde. Mont Sainte-Hélène, États-Unis. À 8h30, un tremblement de terre désastreux fait glisser toute la face nord du Mont Sainte-Hélène. C'est le plus grand glissement de terrain enregistré au monde. Il débouche une cheminée volcanique et engendre une éruption catastrophique.
North Bonneville, États-Unis. Au milieu du XVe siècle, un grand tremblement de terre se produit. Une quantité incroyable de débris se précipite depuis Table Mountain. Il couvre plus de 13 km² et bloque le fleuve Columbia avec un barrage de 61 mètres de haut et de 6 km de long.